Alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous recevoir pour cette troisième journée de l'association Psycho-IA, une association de psychologie intégrative. Je suis Lolelou, le président de l'association. Quelques mots avant de commencer sur l'association. Donc, on est une asso qui existe depuis maintenant 1 an, une association bordelaise qui propose notamment des groupes d'intervision et des groupes de réflexion autour de la psychologie intégrative. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Béatrice Pérez Dandieu, qui est psychologue clinicienne et qui est formée à de nombreuses thérapies, dont les IOS, la thérapie de Shea, le MDR et l'ICV. Et aujourd'hui, Béatrice va nous parler des IOS. On va commencer par une présentation théorique, puis un jeu de rôle avec une membre de l'association qui est Céline Germain. Voilà. Bonne conférence à tous. Bonjour, bonjour à tous, merci. Alors, je ne sais pas combien il y a de personnes. Je ne sais pas si on sait, Hugo, là, combien il y a de Là, personnes. on est 30. 30, d'accord. Ouais. Bon, c'est bien, c'est beaucoup. Ok, peut-être que d'autres vont venir se rejoindre dans peu de temps. On est à l'heure exactement? Oui. On va peut-être attendre encore 1 minute pour que tout le monde puisse se... Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les IOS. Alors, c'est c'est une compétence que j'ai depuis très longtemps puisque j'ai été formée en 94. Donc, ça date beaucoup et c'est pour moi une approche très ludique et très... j'ai toujours beaucoup de plaisir à animer. Je fais qu'un stage par an, mais j'ai beaucoup de plaisir à animer les IOS. Bonjour Cédric. Voilà, bonjour. Je reconnais plein de monde. Catherine aussi. Du coup, tu me donnes le partage écran? Ça marche. Du coup, tu vas devoir ajouter les gens au fur et à mesure qui arrivent en attendant. Alors, du coup, ou alors c'est toi qui le passes? Comment on fait? Non, je peux pas te partager l'écran. Enfin, ou alors je vais te passer. Je vais te passer. D'accord. Tu me diras quand tu changes les slides. D'accord. Ok. D'accord, c'est toi qui vas... Ah, ça y est, là, je peux. Tu peux là, c'est bon? Non, je peux que le... Attends, partager l'écran. Voilà. C'est toujours très compliqué, la technique. Hein. Voilà, hop. Tac. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Non. Et là? Non plus. Bon, je vais le partager moi. Bon, ok. Donc, je ressors. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran, tout le monde? Ouais, attends. Alors moi, je vois plus rien. Ah voilà, ça y est. Ok. Alors moi, je vois l'écran tout petit. Est-ce que c'est normal? Tu parles de la diapositive? Ouais. Oui, c'est normal. C'est normal. Ben, ça serait plutôt le contraire. Il faudrait voir la diapo un peu en gros et moi en petit. Normalement, est-ce que les autres, vous voyez la diapo en grand sur Zoom? Oui, c'est là que Oui. oui, c'est bon. Okay. Oui, bon, bah, très bien. Du coup, oui, heureusement que je connais mon texte parce que là, je ne peux pas voir. Bon, donc, les iOS, tu peux changer donc. Alors d'abord, il faut savoir que ça vient de l'école de Palo Alto, mais toute la diapo comme ça sera plus simple. L'école de Palo Alto, tout le monde connaît, c'est des années 50-60, c'est à Palo Alto, à côté de San Francisco. Donc, en fait, donc, vous voyez, j'ai eu le bonheur d'y aller il y a 2 ans. Ça s'appelle maintenant, enfin, ça a toujours été nommé le MRI. Voilà, tu peux passer.
Et dans cette école de Palo Alto, évidemment, il y a eu beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu Batson, il y a eu Václavic, il y a eu bien sûr Milton Erickson, qui lui n'appartenait pas à l'école de Palo Alto, mais au MRI, c'est-à-dire Mental Research Institute. Et tous ces gens étaient très, très créatifs. Quand on voit en effet leur salle de réunion, c'est très impressionnant parce qu'elle est petite, je pense qu'elle doit faire 4 mètres sur 3. Et le monsieur qui m'a fait visiter m'a dit, vous imaginez qu'à cet endroit-là, ils ont tout créé et tout ça était dans un nuage total de fumée avec du whisky parce que c'était l'époque un peu babacool des années 60-70. Et il y a 2 personnes donc, Steve de Chazelle et sa collègue, voilà, qui du coup ont créé à partir de l'école de Palo Alto les iOS. D'autres comme Bendler et Grinder ont créé la PNL, la programmation neurolinguistique, dans la même période. Alors, je ne vois pas la phrase si par exemple, je sais pas, Céline ou... Je te jalise. Voilà. L'analyse des problèmes ne risque que de produire plus de la même chose, alors que se centrer sur les solutions fait s'ouvrir les portes. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'était un ressenti qu'ils avaient à l'époque et qui se confirme aujourd'hui avec les neurosciences et la théorie de la reconsolidation, où on s'aperçoit en effet que plus on parle des mêmes choses, et plus on va reconsolider le problème au même endroit. Alors que finalement, voir et raisonner solution, c'est apporter quelque chose de très différent au cerveau et donc reconsolider dans un autre endroit du cerveau, en fait. Donc, ils avaient ressenti ou compris cela bien avant que les neurosciences les montraient. On peut tourner. Vas-y. Donc, en effet, pour les iOS, donc, il y a les problèmes et il y a la solution. Et le postulat principal des iOS est que, excusez-moi, l'espace problème n'est pas l'espace solution. Donc, on n'a pas besoin de comprendre tout du problème pour avoir ou commencer à avoir des solutions. Voilà, on continue. Alors là, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai mis, excusez-moi. 3 items, il n'est pas nécessaire de connaître l'origine des difficultés pour les résoudre. Ouais. L'exploration des objectifs et des ressources est plus efficace que l'élaboration des causes. Et les ressources apparaissent dans les moments où le problème ne se pose pas. Ok. Donc en fait, en effet, il n'est pas... les items, c'est donc les 2 auteurs qui nous les livrent. On n'est pas obligé de connaître l'origine des difficultés. Le fait d'être plutôt dans les objectifs et les ressources va être plus efficace. Et souvent, les ressources dans notre vie, elles apparaissent dans les moments où on ne ressent pas le problème. Par exemple, souvent les gens un peu dépressifs, ils vous disent que quand ils vont marcher, ça va mieux. Et du coup, quand ils marchent et qu'ils sont dans la nature, finalement, ils sont moins dépressifs. Donc, la ressource, si on pense que c'est finalement tout simplement le fait de marcher, n'est pas là quand finalement le problème ne se pose pas. Ok, on va tourner. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Alors, il y a un postulat intéressant dans les iOS, c'est que quand c'est pas cassé, on répare pas. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que souvent, par exemple, dans les entreprises, moi je travaille dans les institutions, quand un manager arrive, souvent,
il va s'attaquer et changer des choses qu'il connaît bien. Parce que, par exemple, il a mis l'entretien d'évaluation dans son poste, dans son ancien poste. Et quand il arrive dans le nouveau, il va vouloir commencer à mettre l'évaluation. Ce que dit les iOS, c'est que si l'évaluation marchait dans l'entreprise ou l'institution, c'est peut-être pas la peine de commencer par là. Donc, si c'est pas cassé, on répare pas. Ah. Par contre, quand on a repéré ce qui marche, par exemple d'aller marcher dans la nature, on vous engage à le faire et à le refaire. Et si ça ne marche pas, eh bien, faites autre chose. OK? On peut tourner. Je vous rappelle qu'il y a 2 niveaux de changement, niveau 1, niveau 2. Le niveau 1, c'est plus je fais de la même chose, plus j'obtiens le même résultat. Niveau 2, le vrai changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on est niveau 1, par exemple, on a des problèmes de couple et on pense que, je dis ça parce que j'ai un patient qui est comme ça, il habite Bordeaux avec sa femme et ça va pas trop. Et ils ont tout d'un coup décrété que s'ils allaient vivre à Arcachon et que le matin ils prenaient le train pour aller bosser, ça allait beaucoup mieux, et que du coup leur couple irait beaucoup mieux. Donc vous voyez, c'est un changement niveau 1. Alors c'est vrai que parfois, parce qu'il y a la loi de la totalité en analyse systémique qui dit que quand on change une partie du système, le système peut changer. C'est vrai que parfois, ce type de changement peut faire changer le système. Mais quand c'est un problème relationnel important, en général, c'est où ça reste une réponse niveau 1. Niveau 2, c'est plutôt justement aller chercher dans les valeurs, dans ce qui est important pour moi, dans les croyances. Par exemple, chez ce couple, la croyance, ça serait, imaginons, on ne peut pas vraiment rester ensemble sans... on se connaît trop, parce que ça fait très longtemps qu'ils sont mariés, on se connaît trop, donc il n'y a rien de nouveau. C'est uniquement si on arrive à ramollir les croyances que du coup, là, on pourra parler de niveau 2, parce que quand on commence à travailler sur les valeurs, les croyances, et qu'on fait bouger la croyance, alors on est dans le vrai changement. Sinon, niveau 1, c'est plus ça change, moins ça change. Donc une fois que vous avez déménagé, il va falloir déménager tous les 2-3 ans pour être sûr que ça va aller mieux. Ok, on tourne. Je me passe son exemple. T'aimes pas mon exemple? Qui a parlé? Non? Ok. Les tentatives de solution, ça aussi, c'est toujours intéressant parce que souvent, le problème, c'est la solution et la solution, c'est le problème. Par exemple, bon, là, je n'ai pas vraiment d'exemple comme ça, mais la solution devient le problème. Par exemple, les masques, c'est une solution, en effet. Simplement, vous savez très bien que si on met un masque, qu'on le met, on le descend, on le remonte, on le descend, les gens vous parlent, vous avez plein de microbes sur le masque, par exemple, eh bien, finalement, vous en prenez plein les mains, et finalement, la solution peut devenir le problème, par exemple. Et souvent, les solutions que les familles ou que les individus mettent en place ne règlent rien et au contraire, elles vont enquister le problème. Par exemple, déménager tous les 3 ans. Donc, plus ça change et plus c'est la même chose. Attention également à la loi du tout ou rien. C'est quoi la loi du tout ou rien? C'est, du coup, par exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il est assez flagrant.
Je ne fais pas du tout de sport, jamais, je ne fais jamais rien. Et le 1er janvier, je décide de m'inscrire à Mouv'in, à 20 km de chez moi. Et comme je sors très tard, eh bien, j'irai de 20h à 22h. Vous voyez bien que cette solution, finalement, ne va pas durer longtemps et que nous sommes bien dans la loi du tout ou rien où je ne fais pas du tout de sport ou alors je me fixe un objectif impossible à réaliser et du coup, je ne fais rien. Et comme dit Václavic, à force de se fixer des objectifs impossibles à réaliser, nous passons à côté de tout ce qui est possible. On tourne. Voilà les niveaux logiques. Voici les niveaux logiques de Batson. Alors, Batson, voilà. Vous comprenez mieux qu'est-ce qui est du niveau 1 et qu'est-ce qui est du niveau 2. Donc, niveau 1, on est bien d'accord, on change d'environnement, on peut changer un peu, par exemple, si je prends un exemple, imaginons, j'apprends les iOS et du coup, je vais en formation. Et donc, en formation, on m'augmente les compétences pour faire iOS. Si j'en reste là et que pendant la formation, je n'ai pas compris que cette façon de travailler correspondait à des valeurs importantes chez moi, comme par exemple l'efficacité ou la compréhension de l'autre ou le développement personnel, et que finalement, ça n'a pas fait bouger une croyance en moi du type, finalement, on peut travailler sur la solution, on n'est pas obligé de connaître complètement le problème, à quel moment il va se constituer. Alors, si je n'ai pas eu cette façon de faire, alors, ça restera niveau 1, je rentrerai dans mon cabinet, peut-être que je ferai un ou deux petits trucs, qui ne marcheront pas forcément. Et là, je me dirais finalement, cette formation n'a pas été vraiment utile. Alors que si fondamentalement je pense que ça va dans mes valeurs et ça fait bouger la croyance, alors ça va rentrer dans mon identité, dans ma mission qui est d'aider les autres à grandir, à aller mieux, et dans ma vision du monde, je vous partage la mienne, qui est que tous les êtres humains et tous les enfants puissent avoir eu dans leur vie un attachement sécure. Donc, vous avez compris que la vision du monde est quelque chose d'absolu, de plus grand que soi, qui permet d'aller vers, mais qui ne sera jamais éteint, c'était un lapsus. On tourne les valeurs. Donc, les valeurs, c'est très important. Et dans, par exemple, la formation iOS, on passe un petit temps à définir ses propres valeurs parce que aujourd'hui, c'est un peu comme la résilience. D'ailleurs, on parle beaucoup de valeurs, on parle beaucoup de tout ça, mais quelles sont vraiment nos valeurs? Et concrètement, dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait pour être aligné avec ces valeurs? Ça, c'est la grande question et c'est quelque chose d'important dans les iOS. Ensuite, une fois qu'on a défini les valeurs, alors, puisque la personne nous amène un problème, on va pouvoir l'aider à aller vers la solution. Donc, on va passer par un outil qui s'appelle la définition d'objectifs. Et les questions, ça va être que vous voulez faire ou être, cela dépend que de vous, avantages, valeurs, inconvénients. Et à la fin, on va utiliser les fameuses échelles des iOS. Alors, je passe vite parce que dans l'étude de cas, on reviendra plus précisément sur toutes ces questions. Je suis désolée si vous ne comprenez pas vraiment parce que j'ai eu un petit problème et donc j'ai des points sur les dents et ça me fait zozoter. Voilà, donc si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc, dans l'utilisation des échelles,
On revient donc, tu peux tourner, Hugo, la méthode des petits pas. Je vous ai dit, attention à la loi du tout ou rien. Pour moi, j'appelle ça le pont de Millau, c'est-à-dire c'est beaucoup trop grand et c'est, comme dit Václavic, à force d'aller vers des objectifs impossibles à réaliser, nous passons à côté de tout ce qui est possible. Et du coup, je préfère travailler petit pas par petit pas et grâce aux échelles. Voilà. Donc, dans les échelles, on va partir de aujourd'hui. On va ensuite fixer l'objectif. Vous verrez tout à l'heure dans la démonstration, on utilisera tous ces outils. Et puis, on va aider la personne à faire le premier petit pas, peut-être le deuxième petit pas, mais pas aller jusqu'à l'objectif la première fois pour éviter la loi du tout ou rien. OK, on peut tourner. Je vous ai également proposé un outil que j'utilise qui n'est pas totalement iOS, mais qui est plutôt Act, que j'ai un peu repris à ma sauce et où j'ai ajouté des échelles. Donc, je vous propose, avec cet outil, de travailler sur la plainte de la personne. Par exemple, la plainte, ça pourrait être je suis un peu dépressive parce qu'avec le Covid, je ne vois personne. En quoi c'est important pour moi? Parce que j'ai une valeur qui s'appelle la sociabilité ou la communication ou le partage avec les personnes. Et c'est très important pour moi, le partage. Et donc, la situation actuelle fait que je ne partage pas grand-chose et que du coup, ma valeur n'est pas alignée avec ce que je suis. Enfin, la valeur n'est pas activée, n'est pas, on va dire, satisfaite. Je vais demander aux personnes qu'est-ce qu'ils font pour répondre à cette plainte. Et souvent, on va tomber alors dans la colonne de gauche. Souvent, ce qu'ils mettent en place, ce sont ce qu'ils pensent être des solutions et qui sont en fait des problèmes. C'est-à-dire, du coup, j'appelle moins mes amis, du coup, je ne sors pas parce qu'à quoi ça sert, même aller promener seule, ça ne sert à rien. Du coup, j'ai tendance à trop regarder la télé, à trop m'isoler, faire des jeux vidéo, parce que de toute façon, parce que je ne peux pas partager, alors du coup, autant que je reste tout seul. Et quand on reformule au patient, on se dit donc, vous avez une plainte qui est que vous ne sortez pas et qu'avec le Covid, ce n'est pas facile de voir des gens, surtout que votre valeur essentielle pour vous, c'est le partage et la communication. Et la solution que vous avez trouvée, c'est de ne pas aller vous promener, de regarder la télé tout le temps, d'appeler de moins en moins vos amis et de faire des jeux vidéo. Est-ce que vous pensez que quand vous faites cela, vous vous rapprochez de la valeur partage et communication, ou est-ce que vous avez l'impression que vous en éloignez? Donc en général, c'est assez flagrant parce que les gens se disent, oui, c'est complètement à côté. Évidemment, s'ils font des choses adaptées, on ne prendra pas cet outil, on est bien d'accord. Et à partir de là, on va proposer une solution iOS qui est donc aujourd'hui, vous en êtes à ce point, l'objectif, ça serait quoi? Et on va les accompagner petit pas par petit pas pour aller vers leur objectif qui sera peut-être que malgré que je suis tout seul, je peux quand même aller 2 heures me promener, appeler quelqu'un, lire plus, regarder moi la télé, etc., etc. Ok, tu peux tourner, Hugo. Donc ça, c'est la biographie. On verra tout à l'heure du coup. Et je propose de départager et de faire l'exercice à part si quelqu'un a une question dès maintenant.
Oui. Lauriane. Oui. Dans le tableau, tu as parlé donc des valeurs, tu as parlé de la plainte, tu as parlé de l'objectif et tu n'as pas parlé des comportements. Si, alors excusez-moi, dans les comportements, c'était les comportements inadaptés que la personne mettait en place, c'est-à-dire ne pas sortir, faire de la vidéo. Tu vois, c'était ça. C'était là-dedans, Et, d'accord. et donc, ce que je dis, c'est que si les comportements sont adaptés, on ne prend pas cet outil. D'accord. Donc, Voilà. d'accord. Donc, l'idée, c'est la plainte après La valeur, sachant que la valeur, c'est quelque chose qu'il faut faire en premier, en fait. Hein. D'accord. Il faut déjà savoir quelles sont les valeurs. Voilà. Comportement et après objectif. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de confronter le patient à ce qu'il met en place. Ouais. OK. Par rapport à sa plainte. OK. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi que je ne vous ai pas dit dans les iOS, parce que bon, je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est quand même assez important. C'est qu'il y a 4 types pour les iOS de public. Il y a les passants. Donc, les passants, c'est quoi? C'est des gens, ils ne demandent rien et ils viennent vous voir, mais ils ne demandent rien. Bon, en général, ils ne viennent pas nous voir d'ailleurs. Mais on peut les rencontrer, on appelle ça aussi en thérapie des schémas les protecteurs détachés. Et ils viennent souvent parce que leur femme leur a demandé, parce que bon, voilà. Mais ils n'ont pas vraiment de plainte. Ils ont une vie merveilleuse, ils se rappellent de rien jusqu'à 14 ans, mais c'était super et tout est super. Voilà. Donc les passants en iOS, on dit qu'on les laisse passer en fait. Et que ça ne sert à rien de se fatiguer à travailler avec des passants parce que on va pas y arriver. Et je crois que ça peut répondre à pas mal de réponses de certains thérapeutes qui s'usent avec ce genre de personnes. Par contre, on peut toujours les faire devenir plaignants. Plaignants, c'est ils ont une plainte. Et une plainte, c'est quoi? C'est un moment, ils viennent parce qu'on leur a demandé, mais quand même, ils trouvent qu'ils ne sont pas très heureux dans leur couple, ou que quand ils commencent à boire un verre d'alcool, ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils en boivent 2, 3, 4, 5, alors qu'au départ, ils peuvent passer une semaine sans boire d'alcool. Donc déjà, on a une plainte. Donc on appelle ça les plaignants. Quand quelqu'un est plaignant, on peut commencer à travailler avec la plainte et du coup la matrice. Puis, la troisième sorte de public, c'est les acheteurs. C'est pour ça que souvent je vous dis, est-ce que vous achetez? Alors c'est acheter mon idée. Les acheteurs, ce sont des personnes qui ils viennent et quand vous leur proposez, par exemple, d'aller promener 30 minutes par jour, ben, ils achètent, c'est-à-dire qu'ils y vont. Du coup, je ne sais pas si c'est normal. Ah, j'ai tout qui était parti. Et puis à la fin, les quatrièmes sortes de public, c'est les copilotes. Les copilotes, bon, on n'en fréquente pas très bien, mais parfois, en tout cas, si ils viennent une fois ou deux, ils ont déjà leur solution, mais ils viennent quand même vérifier que la solution est quelque chose de viable. Rien à voir évidemment avec les protecteurs détachés. Je pense ça parce que j'ai une fois reçu quelqu'un qui est arrivé, qui m'a dit voilà, je suis mariée depuis 10 ans, j'ai une maîtresse depuis 3 ans, et je ne sais pas si je veux quitter ma femme ou pas, mais j'ai décidé de quitter ma femme, et je venais vous demander si vous pensiez que c'était une bonne idée. En fait, ça, ce n'est pas des copilotes, c'est des protecteurs détachés, en fait, hein, qui viennent juste se rassurer et qui viennent surtout ne pas travailler sur eux. Ce n'est pas pareil, un copilote. Le copilote, il aide vraiment à la thérapie. Et par exemple, entre les séances, il peut faire du travail, il peut vous ramener ce qu'il a fait. Il peut même vous donner des idées sur des pistes que vous n'avez pas travaillé avec lui. Voilà, il est très acteur du projet. Ok, donc si vous le voulez bien, on va faire un exercice. Donc on a combien, Hugo, pour l'exercice? 45 minutes. 45 minutes, donc il est à peu près. 20h30, donc jusqu'à 9h15, puis après il y aura des... Oui, voilà, à peu près. Hein. Des questions, hein? D'accord. Donc, nous allons le faire en direct avec Céline. Céline, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai juste eu un petit contact avec elle parce que je lui ai demandé pour gagner du temps
de choisir, enfin de travailler sur des 3 valeurs essentielles pour elle. Mais je ne connais pas plus Céline. Voilà, c'est pour vous dire que je ne peux pas travailler sur le passé de Céline puisque je ne le connais pas. Donc, c'était important de ne pas connaître Céline. Ok, Céline, tu es prête? Oui. Allez. Bon. Euh, Déjà, on va commencer par tes 3 valeurs. Quelles sont les 3 valeurs que tu as choisies? alors, si je me souviens bien, j'avais choisi le partage, Hum, la tempérance hum. et la créativité. D'accord. 3 valeurs importantes. D'accord. Donc, il est évident que si tu as choisi ces valeurs-là, c'est que dans ta vie, ce sont des valeurs que tu mets en acte tous les jours de ta vie. Oui, bon, du moins j'essaye. Parfait. Si tu dois les hiérarchiser en mettant la plus importante en haut et du plus au moins, tu commencerais par quoi? C'est-à-dire, quelle est la valeur pour toi la plus essentielle? Le partage en tout D'accord. premier. Donc, le partage en premier. En deuxième, tu mettrais quoi? Plutôt la créativité, je pense. La créativité. Et en troisième, la tempérance. Peux-tu me dire un peu plus sur la tempérance? Qu'est-ce que c'est pour toi, la tempérance? La tempérance, c'est pour moi le fait de... Ça tiendrait un peu dans une phrase qui serait rien de trop. Voilà, être dans quelque chose d'équilibré au niveau de mes réactions, de ma vie, de mes comportements. Et toujours chercher cet état un peu d'équilibre sans être dans le tout ou rien, justement. D'accord. Ok. Ok. Donc la tempérance, ça pourrait être également équilibre, en fait. Oui. Ok. La créativité pour toi, concrètement, c'est quoi ta vie? C'est le fait de toujours être dans l'innovation, dans quelque chose d'original et d'authentique. C'est difficile de définir la créativité. Dans les 6 derniers mois, qu'est-ce que tu as créé comme idée, comme... Dans les 6 derniers mois, j'ai un petit peu peint, pas beaucoup. Ouais. J'y ai consacré assez de temps. Je crée une petite vidéo, je filme des moments importants de ma vie. Et j'ai un projet professionnel aussi que je suis en train de créer également. D'accord. Bravo. Oui. Également, il faut savoir que quand on travaille en US, vous savez comment sont un peu les Américains, ils sont très waouh, bravo, c'est super, c'est trop bien. Voilà. Et le partage, alors, pour toi, c'est quoi? C'est vrai que c'est tellement large et tellement évident que c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est le fait d'être dans le don, dans l'échange, pas que le don, vraiment l'échange. Et quelque chose de... Il y a aussi de sous-jacent, je trouve, dans le partage, quelque chose de l'ordre du bonheur, justement, d'être dans cet échange. D'accord. Donc, en fait, le partage t'amène à une autre valeur qui s'appelle le bonheur. Oui, sûrement. Peut-être les trois, hein, m'amènent vers cette valeur un peu suprême, je ne sais pas. Donc, en fait, le bonheur, ça serait finalement la valeur la plus essentielle pour toi, Oui. tu penses? En tout cas, le bonheur, pour toi, ça passerait par partager, être créative Oui. et être équilibrée. C'est ça, exactement. Bravo. Moi, c'est un idéal un peu difficile à atteindre, du coup. Ah oui, mais il faut bien que tu aies une vision du monde plus grande que toi. C'est vrai. Hein, tu sais que ça permet d'avoir 10 ans de plus d'espérance de vie, de Tant mieux. croire en quelque chose de plus grand. Ok.
Alors, quelle est ta problématique actuelle que tu veux travailler ce soir? La problématique que je veux travailler ce soir, en fait, je suis donc une jeune psychologue diplômée d'il y a quelques années, enfin 2 ans et demi à peu près. Et actuellement, donc pour resituer, j'enchaîne les contrats de remplacement dans la région bordelaise. Actuellement, donc j'ai un contrat dans un service de soins de suite et réadaptation. Un CDI ou un CDD? Non, c'est un CDD. D'accord. Un CDD. Et du coup, voilà, le service est un peu chamboulé comme tous les services hospitaliers en ce moment par un contexte Covid qui est pas simple. Et donc j'arrive donc dans ce poste et il y a un projet qui avait été mis un peu entre parenthèses avec le Covid d'hôpital de jour pour les patients dépendants, pour les aider au maintien à domicile. Et du coup, dans ce cadre-là, je dois intervenir en tant que psychologue sur quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire faire des ateliers thérapeutiques et notamment des groupes de parole, des ateliers thérapeutiques, psychologiques, etc. Et donc de faire du groupe, quoi. Moi qui a toujours travaillé uniquement en individuel. Et du coup, ça me stresse beaucoup. J'ai fait quelques ateliers, je me suis lancée, là j'en ai fait quelques-uns et je suis très stressée. J'ai très envie de bien faire et en même temps, je sens qu'il y a aussi une demande de la part de la hiérarchie, du cadre qui veulent pousser le truc. Et du coup, j'ai très envie d'apporter des nouvelles choses et d'utiliser un petit peu tout ce que j'ai pu, parce que du coup, dans ma formation, j'ai pu avoir, voilà, on a eu des enseignements sur l'éducation thérapeutique du patient, des choses comme ça. Je suis pleine de volonté, mais j'ai très peur. Et j'ai l'impression que en plus que ça se ressent quand je suis avec des groupes de patients. Le fait d'être très anxieuse. Ok, alors là, on va faire une petite parenthèse. Donc, Céline, normalement, n'écoute pas, mais elle écoute, mais c'est comme si elle n'écoutait pas. On pourrait dire que si Céline était dans un cabinet, par exemple ma patiente, peut-être que j'aurais pas forcément proposé iOS. Pourquoi? Parce que vu qu'elle me parle de stress, j'aurais peut-être été chercher l'origine de ce stress et peut-être que j'aurais plus été dans la thérapie des schémas sur imperfection, honte. Et du coup, si elle se sent imparfaite, qu'est-ce qu'elle a peur? Est-ce que c'est de ne pas être aimée ou est-ce que c'est d'être abandonnée? Mais par contre, si c'est dans un contexte un peu différent que la thérapie, ou que la personne, elle vient vraiment pour ça parce que c'est très important et que là, elle n'est pas prête à aller dans le passé parce que c'est pas le moment pour elle, parce qu'elle a des enjeux différents, alors on pourra lui proposer directement des iOS. On referme la parenthèse. Ok, c'est un projet très intéressant, Céline, que tu me présentes. Et puis, quand tu m'en parles de suite, je vois par rapport à ce projet toute ta capacité de partage, d'équilibre et de tempérance et de créativité que vont demander ces ateliers. Et je trouve que c'est très adapté à ce que tu es. C'est vrai. Par rapport au fait que tu voudrais les mettre en place, et ça serait quoi que tu voudrais? Alors, être ou faire, en fait, par rapport à cette demande d'atelier. C'est vrai que au début, je me suis vraiment focalisée sur quelque chose de rentrer un peu dans des cases, à faire des ateliers peut-être qui m'intéressaient moins. Mais je crois qu'au fond, j'aimerais bien pouvoir travailler avec ces personnes-là, l'estime de soi et tout ce qui est en psychologie positive, les forces de caractère de Seligman, voilà, faire émerger des choses un peu plus justement dans la positivité que de travailler juste sur le problème. Oui, parce que justement, c'est vrai que quand on a des groupes thérapeutiques, on peut travailler sur le problème du diabète, de la maladie mentale, de l'addiction, mais finalement, on fait quoi? Toujours de la même chose. C'est vrai. Et tout cela, ça fait longtemps qu'ils le font également, enfin, ça fait longtemps qu'ils entendent parler de ça. Donc, tout d'un coup, travailler sur autre chose, comme tu dis,
sur le côté optimiste, qui est quand même une des capacités de la résilience, hein. C'est quand même important. Et aussi la connaissance de soi ou la conscience de soi. Alors, du coup, c'est travailler plus sur des solutions que sur le problème. Alors, par rapport à tes ateliers thérapeutiques, qu'est-ce que tu voudrais vraiment donc faire? Donc, tu me dis être finalement plus créative, moins coincée dans des cadres. Formule-moi positivement ton objectif. J'aimerais apporter aux patients une vraie plus-value, on va dire, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot un peu vraiment qu'ils aillent chercher quelque chose en eux de positif et pas seulement les abreuver de psychoéducation et vraiment leur apporter quelque chose. Enfin, non, je sais pas Donc, trop. ton objectif, ça serait si tu me dis si j'ai bien compris, les aider à trouver des ressources positives oui. pour aller mieux. Exactement. C'est ça. Travailler sur les ressources, pas juste. D'accord. Pour y arriver, toi, tu voudrais quoi? Tu voudrais être comment pour y arriver finalement? Alors, pas avoir peur, donc, forcément. comment Comment je voudrais être authentique dans ma démarche. Je voudrais pouvoir. Moi, c'est très important pour moi, par exemple, que ce soit en individuel ou en groupe, d'être dans quelque chose de chaleureux, avec beaucoup de bienveillance. D'accord. Donc, ce que tu voudrais être, c'est chaleureuse et bienveillante. C'est ça? Oui, je pense. Ok. Donc, ton objectif, ça serait les aider à trouver du positif en eux pour aller mieux. Et pour cela, tu as besoin et tu veux être chaleureuse et bienveillante. Enfin, c'est peut-être pas assez précis, je sais pas. Après, c'est peut-être mes croyances qui parlent. Qu'est-ce qui serait plus précis d'après toi? Je sais pas si ça suffirait pour faire émerger quelque chose d'aussi profond. Chez ces personnes-là qui, par définition, ont quand même une estime d'elles-mêmes très, très attaquée et qui sortent d'hospitalisation, donc qui sont très fragiles. Donc, être chaleureuse et bienveillante ne suffit pas pour aider une personne à trouver des ressources positives en elle. C'est une base indispensable, mais je ne sais pas si ça suffirait. Qu'est-ce qui manquerait alors? Peut-être, ouais, quelque chose voilà, de la précision, de l'analytique, quelque chose d'un peu plus cérébral, au-delà du savoir-être et de se positionner en bienveillance aussi. Donc en fait, peut-être, tu me dis si c'est OK, tu voudrais être chaleureuse et bienveillante, ça c'est le savoir-être et c'est très très important. C'est 60% du travail quand même. Mais tu voudrais aussi avoir du savoir-faire. Exactement. Hein? Et donc le savoir-faire, c'est savoir animer sur quoi, travailler sur quoi et comment. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui me manque le plus. D'accord. Oui. Mais c'est pas le plus dur, le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, tu peux toujours prendre des ateliers qui existent déjà, ou tu vois, ou des bases qui existent déjà. Le savoir-être, si tu n'es pas chaleureuse et bienveillante de nature, c'est plus compliqué. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. T'achètes? T'achètes l'idée? Oui, c'est bon, je l'achète. Bon, ça va. Alors, je vais te garder comme patiente alors, hein, parce que... Parfait.
Ok. Est-ce que ça dépend que de toi d'être chaleureuse, bienveillante et finalement de progresser en savoir-faire? Je pense, ouais, que ça, c'est quelque chose qui dépend de moi. Effectivement, des fois, il y a des patients qui peuvent être un petit peu dans la projection agressive, mais quand justement, on est dans cette bienveillance et dans cet accueil de la personne telle qu'elle est, on arrive à se décentrer, à dire, voilà, la colère qu'il ou elle exprime n'est pas dirigée vers moi, en fait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait dépendre de moi. Ok. Alors, autre parenthèse, si la personne à ce moment-là vous dit quelque chose qui ne dépend pas d'elle, par exemple, ben pour y arriver, je voudrais que les patients qui participent au groupe thérapeutique soient tous des acheteurs ou soient tous très compétents. Donc, à la question numéro 2, quand on va demander à la personne est-ce que ça dépend que de vous, la personne va dire ben non, pas du tout, ça ne dépend pas que de moi. Je prends un autre exemple. Si mon objectif est je serai heureuse quand ma mère aura enfin changé, vous voyez que l'objectif ne dépend pas du tout que de moi et que donc c'est pas possible. Et quand c'est le cas, il va falloir dans ce cas-là revenir à la question 1 et refaire travailler l'objectif pour qu'il soit, comme on dit en entreprise, SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporisé. Temporisé, ça veut dire avec un temps défini. Ok, donc on a l'objectif, ça dépend que de toi. Quels sont les avantages pour toi d'y arriver dans ce savoir-être et savoir-faire? Ben, c'est lié à mon métier, quoi. Je veux apporter quelque chose de positif à ces personnes-là. Et donc, le fait d'arriver à être bien dans mes savoir-être et mes savoir-faire me permettrait d'être aussi compétente. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça va t'apporter d'important pour toi d'aider ces personnes? Là, c'est l'idée du partage, je pense. D'accord. Du coup. Et donc, du coup, si tu arrives à réussir ton objectif et à répondre à la valeur partage, tu sens, qu'est-ce que ça fait en toi de te sentir complètement aligné avec ce qui est important pour toi, qui est le partage? Je suis sereine. Oui. Vraiment de la sérénité. Oui. Je crois que c'est vraiment cet état de plénitude où je me dis, voilà, je suis très bien là où je suis, au moment où je suis. D'accord. Donc, tu vois, c'est ça, être aligné. C'est vraiment faire quelque chose qui correspond totalement à ta valeur. Et quand tu le fais, tu sais que tu es aligné. D'accord? Et du coup, si tu fais ces exercices-là, que tu es dans le savoir-être, le savoir-faire, et que du coup, tu aides à apporter, à les aider à trouver des ressources positives pour se définir différemment que comme des êtres avec une pathologie, alors tu es totalement dans le partage. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que ça t'apporte finalement du bonheur? Oui. Est-ce que tu peux ressentir le bonheur? Oui, absolument. J'ai déjà ressenti d'ailleurs dans l'exercice de ma profession. Ok. Tu vois comme c'est important pour toi finalement. Tout à fait. Ok. Bravo en tout cas. Est-ce qu'éventuellement il y aurait un inconvénient à ce que tu réussisses? C'est un inconvénient à ce que je réussisse? Non, je vois pas trop. Un tout petit. Imaginons un tout petit. Ouais. Je sais Imaginons que pas. tu réussis. Quel est le problème ou la problématique ou l'inconvénient qu'il pourrait y avoir? Je pourrais me reposer sur mes lauriers ou je pourrais plus être dans la modestie ou je sais pas. Ah oui, devenir pédante. Ah ouais. C'est ça. Oui, peut-être. Ouais, voilà. Devenir feignante aussi. Oui. Pas se remettre en question. Voilà. Devenir finalement Prendre les choses pour acquis. Ouais, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un grand risque de devenir comme ça, pédante?
Alors, c'est pas trop ma personnalité, mais bon, ça peut arriver, hein, en soi. D'accord. Je suppose que ça te rappelle des gens que tu connais. Possible. Voilà. Alors, peut-être que c'est important de comprendre que toi et eux, c'est pas la même chose. Tu peux le ressentir? Oui, c'est vrai. Tu vois bien la différence? Mm. Ok. Et imaginons que tu deviennes pédante et feignante. À quoi tu vas t'en apercevoir? Comment tu vas faire pour t'en apercevoir? Ou qui pourrait t'aider à le voir? Est-ce que tu as des ressources autour de toi? Oui, il y a une équipe, il y a les patients, parce Ouais. que c'est quand même les premiers concernés. Hein. Et il y a aussi une équipe qui est autour de moi, avec qui on discute beaucoup, justement, on partage beaucoup, et, euh, avec qui on discute énormément, parler de comment se sont passées les choses, D'accord. Et tu penses d'essayer de voir les choses. qu'eux, ils pourraient te dire, là, Tout à c'est fait. tu deviens Là, très... c'est pas adapté, il faut faire autre chose, ouais. Ils Du n'hésiteraient coup, pas. quand on reprend l'objectif, qu'on voit les avantages, en Mhm. particulier la valeur partage et bonheur, qu'on voit le petit inconvénient, qu'est-ce que ça devient dans ta tête? Et oui, quand on voit l'objectif, c'est une évidence qu'il faut que je prenne cette direction-là, à vraiment aller pour m'investir en tout cas dans ces ateliers thérapeutiques, être dans ce projet qui me tient à cœur et j'ai rien à perdre et tout le monde a y gagné quelque chose, quoi. Très bien. Du coup, on va faire une échelle. Alors, je propose à tout le monde, si vous avez sous la main un stylo et une feuille, de le faire en même temps que nous, parce que je ne sais pas faire le tableau blanc là, donc on va le faire en même temps. Donc, je vous propose de faire une échelle entre 0 à 10. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, un trait 0 et 10. Allez-y, faites-le. Voilà, comme ça. Là. 0 à 10. Ok. À ton avis, Céline, quand tu réussiras à faire des ateliers thérapeutiques qui permettront d'aider tes patients à trouver des ressources pour aller mieux, et que pour ça, tu seras capable d'être chaleureuse, bienveillante et d'acquérir petit pas par petit pas un savoir-faire, tu penses que sur une échelle entre 0 à 10, 0 étant le minimum et 10 le maximum, tu penses que tu seras à combien sur l'échelle? Quand j'aurai atteint cet objectif-là, Ouais. je pense que je serai à 10, ouais. Très bien. C'est beaucoup, mais en même temps, ça me tient. Alors, donc, vous mettez objectif à 10. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis 10. Souvent, les patients, ils mettent 8, 7, parce qu'ils ont peur de passer pour des gens un peu prétentieux. Du coup, quand tu seras à 10, Céline, est-ce que tu peux te mettre dans la situation où tu es à 10, tu as atteint ton objectif, tu as du savoir-faire et du savoir-être, et tu as des retours positifs de tes patients et de tes collègues sur ta capacité et surtout sur l'effet positif que cela peut avoir sur tes patients. Du coup, comment ça sera autour de toi et comment tu sauras que tout ça est bien arrivé? À quoi tu le verras? Je le verrai je pense, dans mon ressenti, hein, quand je sortirai des ateliers, de ce que les patients vont investir et, et, euh, et partager au cours des ateliers,
voir ce qu'ils vont mettre en place aussi, parfois peut-être chez eux, ou enfin, observer des choses Très autour bien. de moi. Donc, il y a mon ressenti, les observations, les paroles, et aussi le retour de mes collègues qui, du coup, dans leurs ateliers, pourront aussi bénéficier des choses qui ont été travaillées dans ces ateliers-là, quoi. Et si toi, tu fermes un tout petit peu les yeux. Alors, je remonte l'échelle parce qu'on me l'a demandé. Donc, l'échelle, on voyait bien de 0 à 10. À 10, je mets l'objectif et je mets à quoi elle voit que son objectif est atteint. Voilà. Si toi, tu peux fermer les yeux un petit peu et que tu te dis que cet objectif est atteint et que tu peux animer ces ateliers, alors, je te demande de te concentrer sur ce qui se passe en toi, de respirer, de ressentir peut-être que tu as des images, peut-être que tu as des ressentis physiques, peut-être que tu as des cognitions. Et quand tu auras pris le temps nécessaire à ressentir tout cela, je te propose de me ramener des souvenirs du futur. Il sera dans combien d'ailleurs? Tu m'as pas dit. Ton objectif, il est dans combien de temps? Hum, 2 mois, ce serait bien. Très bien. C'est un Donc, peu court. Enfin, là, je juge. Là, c'est moi qui juge. J'ai l'impression que c'est court, mais si ça se trouve, ça ne le sera pas. 2 mois. OK. Donc 2 mois, c'est fin juillet, fin juin, fin juillet. Ouais, Fin ouais. En juillet, on va dire. Bon, si tu veux, on ne se met pas la pression, on dit fin août. Ok. Allez, fin août. OK. Du coup, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu ramènes de ce futur-là? Là, j'ai eu des images de certains de mes patients qui étaient souriants. Ouais, c'est En termes chouette. d'image, en termes d'image. Ouais. J'ai eu des sensations, voilà, que j'ai déjà eu dans mon travail, où on se sent vraiment en plénitude, on se sent bien, on se sent dans l'instant présent. Et aussi du plaisir, en fait. Ouais. Du plaisir de faire un métier qui me plaît et qui a du sens pour moi. D'accord. Donc, moi, j'appelle ça l'état de grâce. Des fois, il y a des états de grâce, que ce soit en formation ou en thérapie ou dans la vie, Ouais, parfois. Hein. Je crois que c'est une histoire de dopamine, un peu. c'est possible. Mais bon, La neuroscience dit vrai. voilà. Du coup, aujourd'hui, tu penses que tu es à combien? Entre 0 à 10? 0, pas du tout, et 10, Où est-ce que j'en suis? C'est une bonne question, ça. Euh, je suis pas à 0, ouais. c'est sûr. Je pense que ouais, je dois être à 4. Allez, 4. Ouais. Donc, 4, c'est le 11 mai. Donc, je refais ma petite échelle. 0, objectif 30 août. 11 mai, on est à 4. D'accord? Ouais. OK. Du coup, Céline, pour passer de 4 à 5, c'est-à-dire pour faire un tout petit pas, Ouais. j'aimerais savoir ce que tu imagines. Commencer par quoi, finalement? Bien, je crois que mon prochain, ouais, il faudrait, les injonctions. J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie d'essayer un atelier que j'ai trouvé là, en fouillant, qui parle justement d'une présentation sous forme qui utilise précisément les forces de Seligman. Donc, Très bien. mettre un pas et présenter à un groupe, voir si ça fonctionne.
Waouh, ça c'est une très belle idée ça. Donc, à un groupe en test. en test, avec un atelier déjà créé par quelqu'un, par Ouais. Céline, voilà. Donc, un atelier existant, donc, et tu voudrais du coup le proposer à un groupe. Ouais. D'accord. Alors, imaginons, tu bosses bien ton atelier qui est déjà créé, et puis tu proposes à un groupe et tu animes ton atelier. Qu'est-ce qui se passe? Sûrement plein de choses que je ne maîtrise pas. S'ils se sont levés du mauvais pied, ça va pas leur parler. S'ils ont eu avant l'atelier de sport, ils vont être fatigués. Voilà, il y a plein de choses que je maîtrise pas. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être il ne faut pas le mettre n'importe comment, n'importe où, cet atelier. Ouais, c'est vrai. Hein, Le penser, prévoir, ouais. pour Donc, que chacun puisse en profiter. alors, justement, quel est le meilleur moment pour qu'ils puissent en profiter? Je pense après un atelier avec une collègue avec qui je fonctionne bien, Hein? avec qui je pourrais lui dire, voilà, je vais travailler sur ça. Toi, tu commences si tu veux la matinée et comme ça, enfin, on se synchronise en fait avec une collègue pour que Donc, c'est après, comment elle s'appelle ta collègue? Laure. Laure. Donc, après Laure. Mhm. Donc, du coup, pour passer de 4 à 5, ce que tu proposes, c'est de faire un atelier avec un seul groupe. Un atelier déjà créé de psychologie positive et de le faire le matin après celui de Laure qui te permettrait d'ouvrir un peu les chakras, si on peut dire. Exactement. Voilà. Est-ce que du coup, si tu fais tout ça, tu passes bien de 4 à 5? Ou est-ce que tu es peut-être plus loin que 5? Peut-être un peu plus, ouais, parce que déjà, que ça fonctionne ou pas, ce sera déjà mettre un peu le pied à l'étrier et oser faire quelque chose qui me ressemble vraiment, enfin qui en tout cas qui me semble pertinent et que j'ai vraiment envie de travailler avec eux, quoi. D'accord, du coup, tu seras à combien alors? Mais je serais peut-être un peu plus, ouais. Je serais peut-être plus vers 7, rien 7? que de l'avoir essayé. Bravo, bravo, c'est exceptionnel. En général, lors d'une séance, on s'arrête là parce que déjà, on est passé de 4 à 7, c'est quand même assez extraordinaire, on est bien d'accord. Mais là, juste pour vous montrer, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc, Céline, si tu es à 7, parce que tu as animé ton atelier, après Laure, un seul atelier avec un groupe, comment tu vas faire pour passer de 7 à 8, d'après toi? De le proposer à l'autre groupe. Ok. S'il y a un groupe qui a des troubles cognitifs, donc avec qui il va falloir, le défi est un peu plus important. Parce qu'il y a De quoi tu as besoin du coup en plus pour l'autre? Là, ce serait vraiment du savoir-faire pour adapter l'atelier au maximum aux personnes, quoi. D'accord. Comment tu vas pouvoir te faire aider ou acquérir du savoir-faire? Ben, en poursuivant, à la fois en poursuivant mes recherches et puis aussi en demandant, je pense, de l'aide à mes collègues qui sont très ressources pour enrichir aussi ma vision, Quand tu vas chercher de l'aide chez eux, tu fais quoi? Tu discutes ou tu vas voir ce qu'ils font, par exemple? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai jamais regardé un atelier puisqu'on anime tous un peu à porte close. Mais c'est vrai que maintenant que la question arrive, il est vrai que forcément je discute énormément, j'échange beaucoup, mais le fait d'observer, c'est une position très différente. Ah oui, parce que plus tu parles, plus tu fais de la même chose, on est bien d'accord. Ouais.
On y revient. Voilà, donc si tu veux faire quelque chose de vraiment différent, c'est peut-être faire quelque chose que tu n'as jamais fait, comme aller observer ce que font les autres ou ce qu'ils font avec ce groupe-là qui a des troubles cognitifs. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Du coup, si on se dit que de 4, tu es passé à 7 parce que tu as pu animer ton groupe avec un atelier préparé autour de Seligman, après Laure, et que peut-être également, avant de passer à l'autre groupe, tu as pu aller observer des collègues sur ce groupe avec des troubles ou pas d'ailleurs, et que du coup, tu es à 7, et que pour passer de 7 à 8, tu vas te lancer le grand saut, là, comme dans Indiana Jones, tu sais, quand il fait le grand saut. Et dans ce grand saut, eh bien, tu vas t'attaquer à l'autre groupe qui est peut-être un peu plus problématique, mais qui peut-être peut amener des choses bien plus riches aussi. On ne sait pas. En tout cas, tout est permis. Et du coup, si tu fais tout ça, est-ce que tu penses que tu es à 8? Ah oui, oui, oui. Pas à 10, mais à 8, c'est sûr. D'accord. Donc, quand tu seras à 10, tu auras un ressenti positif. Tu sentiras que ce que tu fais est utile grâce à ce que te renverront les patients, tes collègues, et tu sentiras que tu es vraiment aligné avec ta valeur partage, tempérance et créativité. Oui. Donc la séance va s'arrêter aujourd'hui parce que comme on évite la loi du tout ou rien, on ne peut pas passer de 4 à 10 dans une même séance. Je te remercie Céline et je te dis à la prochaine fois pour voir comment ça va se passer. Est-ce que tu vas être à 8 ou à plus ou peut-être à moins? Et ce qu'il faut savoir, Céline, c'est que ce n'est pas très important. Voilà. Que si tu es à moins que 8, c'est que sûrement j'ai été, moi, beaucoup trop exigeante avec toi et que je n'aurais pas dû. Voilà. Donc, je te dis quand même bravo pour cet objectif et toutes tes belles valeurs que tu as et qui sont vraiment, qui montrent que tu es une belle personne et je t'encourage à faire ces ateliers qui sont toujours si stimulants pour les formateurs et les patients. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, cette séance. Ok. Voilà, donc on a fait un semblant de séance, hein. C'est pas tout à fait comme ça évidemment, mais c'est pas très loin, c'est pas très loin. J'aimerais que tu me dises maintenant, Céline, en tant que patiente, hein, en fait, enfin, entre guillemets, qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que cet exercice a fait changer en toi des croyances et est-ce que ça t'a apporté des solutions que tu n'avais pas vues jusqu'à maintenant? Ou pas? Peut-être que pas. Alors, au niveau du ressenti, j'ai trouvé que c'était très, entre guillemets, si je pouvais donner un adjectif, très doux. C'est-à-dire que je me suis pas sentie brusquée, je me suis pas sentie poussée dans mes retranchements, dans mes résistances. C'était vraiment que dans, voilà, tout ce qui est positif. On n'est pas allé toucher à ce qui pouvait être un petit peu de l'ordre de mes schémas, justement, précoces adaptés. À mon avis, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Et tu vois, on n'a pas parlé de stress finalement. Finalement, on n'en a absolument pas parlé, ouais. Voilà. Ou de la pression, enfin du stress que je m'impose aussi à moi-même. Et c'est vrai que du coup, en mettant complètement ça de côté, ça m'a vraiment permis d'aller pousser vraiment qu'est-ce qui était important dans mes valeurs, finalement, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact autour de moi, sans être dans un filtre négatif. Et donc, il n'y a pas de ressenti négatif de résistance ou ah, voilà, là, j'ai pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là parce que c'est difficile pour moi. Donc, c'est très doux en tant que patient d'être dans une thérapie comme ça, je trouve. Ok. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené donc des solutions? Est-ce que ça
ça a touché des croyances et ça a ramolli au fond certaines croyances chez toi. Oui, après, c'est vrai que j'avais déjà commencé forcément à déconstruire certaines choses, hein, puisque forcément, on se questionne un petit peu quand on est dans ce métier. Enfin, je pense que c'est mieux. Et c'est vrai que bon, j'avais déjà identifié des croyances limitantes qui faisaient que je n'arrivais pas à, à trop être créative dans cette mise en place d'ateliers thérapeutiques. Mais c'est toujours bien, c'est toujours différent de le penser et de l'exprimer face à quelqu'un. Et là, en plus, ça a été à la fois très progressif tout en étant assez direct et ciblé, quoi. On n'a pas tourné autour du pot sans que ce soit trop, voilà, on arrive et on essaye d'aller chercher les valeurs au forceps, toute cette mise en place de questions, sur, voilà, aussi un petit peu la visualisation quand j'ai fermé les yeux des patients dont j'ai vu souriant, etc. C'est vraiment comme ça qu'on voit que les valeurs émergent. Et c'est vrai que il y a effectivement des solutions que j'avais pas du tout envisagées. Le découper par petits bouts, faire un groupe test, c'est bête, mais en fait, j'y avais pas pensé avant. Et pareil, aller observer mes collègues pour ce groupe, peut-être avec un petit peu plus de fragilité, pour voir un petit peu comment ils appréhendent les choses, qui sont là depuis plus longtemps que moi. Mais du coup, ça aussi, j'y avais pas forcément pensé. Ouais, super. Très intéressant à mettre en place. Super. Super. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de travailler avec toi, car je trouve que, en plus, il y avait de la résonance entre nous, puisque tu sais que j'anime des ateliers de résilience, et donc je suis très intéressée par tout ce qui est atelier. Voilà. Donc, voilà. Et puis la créativité est une de mes valeurs également, donc c'est très intéressant. Voilà, merci beaucoup Céline. Merci beaucoup, Et c'était un plaisir. prochaine, tu me tiendras au courant de savoir Oui, que tes petits pas. oui, tout à fait. Ça me motive d'autant plus, du coup, de tenir au courant. Très bien, merci. Merci. Donc, Hugo, nous avons tenu le planning, enfin le timing plutôt, pas le planning. Il est 21h12, comme on avait dit. Donc, vous avez vu, en Voilà. 3 quarts d'heure, on a pu faire quand même un exercice assez intéressant. Ouais, bah non, c'était vraiment très bien. Bravo à toutes les deux. Et j'imagine que ça devait être difficile de s'exposer comme ça devant autant de personnes. Ah, elle ne nous l'a pas Déjà dit, pareil. Céline, si elle avait été un peu stressée. Alors, j'ai été très stressée avant, à me dire, oh là là. J'étais très stressée avant. Et en fait, dès qu'on a commencé, tout de suite, je me suis sentie en confiance. Et le fait de commencer immédiatement par les valeurs et pas par le problème, je pense que ça n'a pas cristallisé justement le stress. On est tout de suite parti sur les valeurs, donc j'ai pas eu le temps de me dire, oh là là, pourquoi je vais passer de raconter mes problèmes au boulot, entre guillemets. C'est pour la petite. Comme quoi. La perfection honte est vraiment là, alors. Oui, clairement. Ok. Alors, du coup, Béatrice, je vais te dire là, les questions Oui. qui sont passées dans le chat. Ouais. Alors, première question de Mathilde, Mhm. qui voudrait savoir s'il y a une différence entre les iOS et la PNL. Dans la PNL, il n'y a pas les échelles, il n'y a pas la question miracle, il n'y a pas les exceptions et voilà. Après, c'est tous les deux, c'est l'école de Palo Alto, donc ça se ressemble beaucoup. Mais, Du coup, quelle différence tu fais entre le modèle de Palo Alto et les iOS? les iOS, c'est le modèle de Palo Alto. Ok. Euh, mais ouais, non, c'est ça, oui. Non, j'étais en train de réfléchir, est-ce que dans le modèle de Palo Alto, parfois ils vont voir, même dans la PNL par exemple, est-ce qu'ils vont voir les problèmes dans le passé, tu vois? Et un peu plus dans la PNL quand même, puisqu'on va aller, on va travailler sur la ligne de temps, et dans la ligne de temps, on met les ressources et les problématiques.
Ok. Donc, je dis que dans les iOS, on va vraiment travailler que sur le futur. Alors, si vous voulez poser une question, vous pouvez switcher le chat, soit prendre la parole. Hein? En attendant, moi j'en ai une. Oui. Comment tu utilises les iOS avec les protecteurs détachés? Alors, les protecteurs détachés qui viendraient travailler que sur une problématique du style l'alcool ou j'ai un projet que j'arrive pas à faire. Par exemple, les iOS, je les utilise beaucoup avec les ados, par exemple. Parce que les ados, ils ne sont pas prêts d'aller travailler dans le passé, surtout au départ. Et il est important de faire un climat de confiance. Donc les iOS, c'est important. Avec les protecteurs détachés, évidemment, les protecteurs détachés, je travaille plutôt avec les modes et protocoles de l'arbre. Donc plutôt ça. Mais quand même, on va dire qu'en règle générale, les iOS, c'est lorsque vous avez à travailler sur quelque chose du futur et qu'il est important de définir comment vous allez le faire et quelles ressources vous allez aller chercher pour le faire. Voilà. Donc, ça peut être des protecteurs détachés ou pas. Mais si un protecteur détaché vient me dire qu'il doit réorganiser son service et qu'il vient me voir parce que bon, il sait qu'il va réussir, mais que quand même, on lui met la pression et qu'il est un peu. Il se dit que si on lui met autant la pression, c'est que c'est important, par exemple, mais que lui, il ne ressent rien, il n'est pas stressé ni rien. Par exemple, là, on peut travailler avec les iOS. Parce que n'oublions pas que les protecteurs détachés, ils évitent de ressentir l'enfant vulnérable et l'enfant en colère. Oui. Donc la tristesse, la peur, l'angoisse et la colère. Ok. À la limite, les protecteurs détachés, c'est vraiment très, très facile d'utiliser les iOS. Ils ne se demandent pas mieux, puisqu'ils ne veulent pas travailler sur le passé. Donc, Oui, forcément. totalement adapté, on va dire. Est-ce que tu l'utilises comme un moyen après d'aller travailler sur les modes, comme une première étape avant de Ouais, passer en thérapie? Ouais. ouais, ça peut être. De toute façon, tout ça, vous avez bien compris que tout ça est intégratif et qu'on s'adapte beaucoup aux besoins du patient aussi. Hein. Tout à fait. Mm. Ensuite, une question sur les ouvrages à découvrir pour comprendre et appliquer les iOS. Donc, je vous ai mis dans la bibliographie. Si vous voulez le PowerPoint, tu pourras le mettre sur Facebook. C'est pas. Oui, je Voilà. le mettrai, de toute façon, il a été affiché, donc D'accord. les gens auront qu'à faire pause et ils auront la bibliographie. Voilà. Voilà. Mais Steve, les deux auteurs sont traduits en français dans plein d'articles, enfin plein de livres ont été traduits en français. Moi, j'aime beaucoup en France Cabier, donc je ne sais plus son prénom, mais Cabier, qui a pas mal écrit. Elle ne travaille qu'avec les iOS. Et donc voilà. Et particulièrement, j'aime beaucoup les livres de François Balta, Balta, qui travaille également beaucoup sur systémique et iOS. Voilà. Il a même fait un livre qui s'appelle Utiliser les iOS en entreprise, qui est assez intéressant. Voilà. Et Cédric me dit c'est Marie-Christine Cabier. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, c'est Marie-Christine Cabier. Donc, soit vous lisez les bouquins de base, soit vous lisez des choses un peu plus modernes comme Cabier. Voilà. Alors ensuite, j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un parce que j'ai une question qui est en espagnol Ouais. et je ne parle pas d'espagnol. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait traduire la question? On ne le voit pas la question. Euh, tu parles espagnol, Béatrice? Non, moi non. Elle est sur le chat en fait. Alors, qui parle espagnol? Je me trompe pas. La personne dit bonjour, je suis psychologue et j'aimerais savoir en France comment sont vus les iOS en fait.
Je crois qu'elle demande comment c'est perçu, si je comprends bien la question. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vous, vous êtes étudiant, vous venez de sortir, enfin, il y a beaucoup de praticiens autour. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais, C'est très peu. voilà. Nous, on pense que c'est magique. Regarde ce que tu viens de nous faire comme démonstration. Donc, c'est magique, c'est tout. Voilà. Merci, c'est vrai. J'allais dire que ça fonctionne plutôt très bien avec les patients en général, qu'ils adhèrent assez facilement, notamment avec les adolescents. C'est plutôt bien accueilli et comme on peut voir des résultats assez rapidement, ça permet un investissement dans la thérapie aussi. Merci, Gwenaëlle. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être. Les gens de l'association? Non? Personne? J'ai une question peut-être pour moi. Excusez-moi, je suis Cheikh Baldé, je suis étudiant en M2 de psychocriminaux et victimaux. Oui. Je ne sais pas, j'ai manqué un petit peu Oui, le début de la j'ai vu, conférence, je suis désolé. atteignable, smart, Mais c'est ça. ma question, c'est de savoir quelle est concrètement la différence entre les IES et la thérapie brève orientée solution. C'est la même chose. C'est la même chose. Ok, Ouais. merci. Tu as demandé tout à l'heure qu'est-ce que oui, alors certains disent Giorgio Nardone, oui, Giorgio Nardone qui travaille beaucoup avec les troubles alimentaires, travaille en systémique et en iOS. Tu as demandé SMART tout à l'heure, donc c'est bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporisé. C'est-à-dire à un moment, je lui ai dit, ton objectif à 10, c'est quelle date? Voilà. Parce que sinon, ça n'a pas de sens si tu ne mets pas les dates. Une question sur les contre-indications pour certains patients. Comme tout ce qui est thérapie de la mentalisation, les personnes qui ont du mal à mentaliser, c'est pas toujours adapté. Ah, Charles a levé la main. Charles, vas-y. Charles, tu peux nous poser une question? Mets ton micro. Ouais, il faut mettre le micro. Mets le micro. Non, il a levé la main, mais il ne veut pas parler. Ou alors il ne sait pas mettre le micro. Charles, tu n'as pas enlevé, tu n'as pas mis ton micro, Charles, sur le micro. Ah, c'est bon. Alors. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonsoir. Je me posais la question sur cet outil-là. Est-ce qu'on peut l'utiliser en régulation d'équipe, par exemple? Tout à fait. C'est très bien vu dans les équipes. Moi, je m'en sers beaucoup en protection de l'enfance avec les travailleurs sociaux, pour les familles aussi. Et également dans les entreprises. Enfin, moi, je travaille beaucoup pour Pôle emploi. Ça fait 25 ans que je travaille pour Pôle emploi. Et je m'en sers beaucoup. Et c'est quelque chose qui passe très bien dans le milieu de l'entreprise. Même, vous voyez, dans un entretien d'évaluation, on pourrait très bien faire une échelle de compétences et aider les personnes à aller vers leurs compétences requises par l'entreprise, par exemple, ou dans une équipe également. Déjà, aider une équipe à aller vers déjà définir un objectif, c'est très intéressant pour une équipe. Les faire travailler sur les avantages, sur est-ce que ça dépend que d'eux, parce que c'est pas toujours évident, hein. Et les avantages, est-ce que ça correspond à leurs valeurs? Du coup, tu peux leur faire travailler sur les valeurs communes de l'entreprise, enfin, ou de l'équipe, parce qu'ils n'ont pas toujours réfléchi. Ou alors les valeurs qu'ils donnent, voilà, c'est la valeur, c'est on est altruiste, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est un beau mot, mais ça veut dire quoi concrètement? Et donc les avantages, donc, qui font toujours remonter aux valeurs.
ce qui permet que les gens voient que leur objectif est bien aligné à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils sont. Puis, les inconvénients. Là, j'ai dit un tout petit peu. Mais même si c'est un tout petit peu, on travaille sur comment on va gérer l'inconvénient qui est un tout petit peu. Parce que parfois, le tout petit peu, il cache la forêt derrière, vous voyez. Et du coup, c'est impossible de faire si l'inconvénient il est majeur. Voilà. Et ensuite, les aider à faire des échelles pour arriver à ce qu'ils veulent, petit pas par petit pas, et tous ensemble. Tout à fait adapté. Merci. De rien. Très bonne question. D'autres questions? Hugo, je pense que tu es en train de parler dans le vide. On voit que tes lèvres bougent, mais on ne t'entend pas. Merci, Janelle. Une autre question, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut réaliser un projet qui comprend sa propre guérison avant de concrétiser le projet, bien sûr? Quelqu'un peut quoi, excusez-moi? Peut réaliser un projet qui comprend sa propre guérison avant de concrétiser le projet, bien sûr. Est-ce que, je ne suis pas sûr de comprendre non plus. Ouais, que je n'ai pas trop... Peut-être spécifier un peu pour que la personne prenne la parole. Oui, qui c'est qui a posé la question? Vas-y, dis-nous ce que tu as voulu nous dire. On n'est pas... Sa propre guérison. Mais est-ce que ça veut dire que faudrait faire une échelle pour commencer sa propre guérison avant de faire un projet? Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. Oui? Ça marche. Bonjour. 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 Ah, on n'entend plus. Oui? On ne vous entend plus. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ok, une autre question? De remerciements. Je ne sais pas si pour la question, c'est pas finalement, est-ce que l'échelle, ça peut être fait sur le projet de sa guérison, même si le projet n'est pas encore concrétisé. Moi, je me D'accord, dis ok, que ok. c'est pas ça. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Oui, ben oui. Après, on peut se le faire tout seul, évidemment, mais je crois que c'est important de se faire aider, surtout pour une guérison, ça peut être intéressant de se faire aider quand même. Mais oui, tout à fait. Hein. Ok. Bon, bah, je pense Voilà. qu'on va s'arrêter là. S'arrêter puisqu'on avait dit 9h30. Ouais. Sachez que il y a un stage de 4 jours, 2 jours en juillet 1er et 2 juillet et je crois 7 et 8 septembre qui va démarrer. Je fais exceptionnellement un tarif pour un tarif conférence pour ceux qui sont intéressés à 405 € les 4 journées au lieu de 555 €. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez tout simplement m'écrire directement ou contact@safety pour qu'on puisse en discuter en privé. Voilà, je vous remercie en tout cas pour toute votre écoute et votre participation. On était quand même 54, hein, c'est bien. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, puisque moi aussi, je vais faire partie de cette association et je vous proposerai de temps en temps des conférences. Et peut-être que la prochaine fois, on avait dit avec Hugo, si ça intéresse et si les gens sont vraiment intéressés, un spécial protection de l'enfance, par exemple, et sur les capacités et compétences parentales. Alors, la conférence sera rediffusée demain sur notre YouTube. Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l'association ou en nous faisant une participation libre sur le lien qui est affiché dans la conversation. Voilà. Voilà. L'adhésion est à 10 € par an. C'est ça, l'adhésion est 10 € par an. Ok.
Bien, bah, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt alors pour de nouvelles aventures. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Si les membres de l'assaut veulent rester 5 minutes.